Le film est juste incroyable. Ryan, merci. Merci infiniment pour ce chef-d'œuvre cinématographique. Vous l'aurez compris, on est parti sur une revue du film Sinners. C'est un film qui porte en lui tellement de messages. C'est un hommage aux classiques du genre, entre western, horreur. Il y a de l'aventure, il y a du fantastique, il y a de l'émotionnel. C'est vraiment hyper puissant. Bref, entrons dans le vif du sujet. Je tiens à vous prévenir d'avance, je spoil. Si vous n'avez pas vu le film, je préfère que vous alliez voir le film et qu'on revienne en discuter plus tard. Sauf peut-être si vous n'êtes pas à l'aise avec le genre horrifique. Je dis bien horrifique parce que c'est pas un film d'horreur, mais il y a beaucoup de moments qui font très peur. L'action du film se passe dans les années 30, durant la Prohibition, dans le sud des États-Unis. On suit Elijah et Elias, jumeaux, donc joués par Michael B. Jordan, qui, après avoir bien roulé leur boss, retournent dans leur ville natale du Mississippi. Ils ont l'idée d'ouvrir un club. Ils ont envie d'offrir du bon temps à la population qui travaille dur dans les champs de coton, qui est encore bien exploitée, même si l'esclavage est terminé. On a affaire à une population noire, puisque c'est le cadre du film, qui subit encore les conséquences d'avoir été réduite en esclavage. Les jumeaux décident d'acheter une baraque pour accueillir leur club. Un genre de cabaret, on jouerait de la musique, et donc pour cela, ils font appel à leur jeune cousin, qui est un musicien en herbe bourré de talent. Donc on est sur un huis clos. Les 3/4 du film, on suit les aventures de ces deux garçons qui reviennent dans leur ville natale et qui sont confrontés à leurs souvenirs, parfois même leurs démons. On sent qu'il va se passer quelque chose, c'est palpable, c'est dans l'air, mais à la fois, le réalisateur prend le temps d'installer chaque personnage dans l'intrigue, de raconter un petit bout d'histoire du personnage qui va nous permettre de comprendre ses choix par la suite. La soirée d'ouverture du cabaret arrive enfin et malheureusement, on tombe littéralement dans l'horreur. On va avoir une sorte de reveal. Coogler a vraiment choisi une distribution qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. On a les jumeaux, donc c'est toujours intéressant d'avoir des jumeaux dans un film où il y a du fantastique, parce qu'on sait très bien que il va y avoir une notion de duplicité. On a également le personnage d'Annie qui soigne à travers des plantes, des incantations, etc. On a un personnage qui est un peu celle qui fait le pont entre deux mondes. Donc elle a un parent qui est métisse et elle a un parent qui est blanc. Et donc elle nous dit que elle n'a jamais voulu être blanche, mais elle a toujours été identifiée comme blanche. Il y a un amour impossible entre elle et l'un des jumeaux, parce que lui sait très bien que il aurait été lynché si il avait voulu s'amouracher d'une blanche. Elle, ne se considérant pas comme blanche, bien sûr, elle n'accepte pas cette situation. Et de l'autre côté, on a son frère, dont on comprend qu'il a vécu un amour avec cette guérisseuse et qu'ils ont perdu un enfant. C'est un peu ce qui les a éloignés, parce que lui n'a pas su faire son deuil. Et il y a toute une symbolique aussi justement autour du deuil, autour de la nécessité de couper ce côté lien d'âme. Il y a énormément de symboles et j'en ai certainement loupé. Alors, on a une révélation cinématographique qui est Miles Keaton, qui joue le rôle de Sammy, le jeune musicien. Et la musique, c'est l'autre acteur du film, finalement, parce que on nous explique que les musiciens sont porteurs d'un pouvoir. Ils ont le pouvoir de réveiller des âmes qui flotteraient comme ça au-dessus de nous. Et grâce à la musique, on a la possibilité de faire revenir ces âmes. On sait que le blues, c'est une musique de résistance qui a permis aux Afro-Américains de supporter toutes les souffrances qu'ils ont pu endurer. Dans ces chansons, ils mettaient toute leur âme. Cet aspect
powerful de la musique est extrêmement présent. Il y a une scène d'ailleurs qui, pour moi, va rester dans les annales. C'est une scène dans laquelle donc le musicien chante, joue de la guitare. On a une personne au piano et on a la jeune chanteuse dont il est amoureux qui chante, qui danse et toute la salle entre dans une sorte de transe. Et à travers cette transe-là, se crée une espèce de faille spatio-temporelle et on voit des artistes venus du passé, d'Afrique, d'autres venus du futur et qui représentent toute la force de la musique, tout ce qu'elle porte en elle de révolte, de déclaration politique. Le méchant est à l'extérieur de cette fête parce que il ne peut pas entrer, que lui va entonner avec ses congénères un chant irlandais. Ce personnage représente ses ancêtres qui ont été également persécutés. Donc il y a toute une lecture également autour de la religion, de ce que les hommes en ont fait, de la manière dont ils s'en sont servis pour pouvoir asservir d'autres humains. On voit un couple d'Asiatiques qui tiennent un commerce. Et c'est vrai que chaque fois qu'on parle de cette époque-là, on a soit des Noirs, soit des Blancs, mais on n'a jamais d'Asiatiques. Et là, donc, on a un couple d'Asiatiques qui tient un commerce. Donc, on a déjà l'idée selon laquelle c'est un peuple qui a souvent été cantonné à cet aspect-là de la vie sociétale, c'est-à-dire voilà, on vend des choses aux gens. Et d'ailleurs, en parlant de vendre, il y a toute une lecture également autour de l'argent, à quel point les transactions financières nous privent de notre discernement, de notre intuition. Quand ils achètent ce qu'ils pensent être cette grange abandonnée, l'un des jumeaux a l'impression que le sol a été lessivé. Ensuite, on découvrira plus tard que c'était un abattoir. Les abattoirs servaient au Ku Klux Klan de lieu pour torturer des Noirs. Clairement, c'était le dernier lieu dans lequel il fallait créer un cabaret pour réunir des Noirs. Donc il y a aussi toute cette symbolique autour des énergies qui peuvent entourer certains lieux et que on balaie bien souvent au nom d'un nouveau dieu, j'ai envie de dire, qui est le dieu argent. D'ailleurs, le méchant, il arrive à un moment donné à appâter une des jeunes femmes qui va créer le chaos parce que il lui remet des pièces d'or et elle ne connaissait pas cette monnaie et finalement on se rend compte que par cette action-là elle vend son âme au diable. Cette idée aussi des Indiens qui étaient gardiens de la connaissance, qui essayent de prévenir ces Blancs en leur disant « Faites attention à ce personnage ». Il représente un immense danger. Il y a également le rapport entre la communauté noire et la communauté asiatique. Donc on voit que ce sont deux minorités, mais qui s'entendent, qui peuvent travailler ensemble, même si il y a une hiérarchie. Les Asiatiques ne sont pas dans les champs de coton. Eux, ils tiennent déjà boutique. En fait, ils ont déjà un pouvoir économique sans avoir à passer par des magouilles, comme c'est le cas pour les jumeaux. Malheureusement, c'est la femme asiatique qui va causer la perte du groupe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où son intérêt personnel est menacé, eh bien, elle n'arrive plus à rester dans le groupe. Et ça, c'est important. Donc, Ryan Coogler, je vous rassure, ne cherche pas à stigmatiser la communauté asiatique. Il essaye juste de montrer à quel point c'est important de rester unis, surtout quand on sait que on subit les mêmes formes d'oppression. Alors, il y a tout le côté religieux qui va pas du tout plaire aux personnes qui le sont, parce qu'il y a quand même une critique de la religion. Cette idée selon laquelle, voilà, au nom de la religion, on ferme les yeux sur beaucoup de choses et on a l'impression des fois
qu'aveuglément, que le simple fait de prier va nous sauver même de dangers imminents. On le voit avec le personnage de Samy. Lorsque le vampire l'attrape, Samy se met à réciter le Notre Père, qui est un peu la prière ultime des chrétiens. C'est-à-dire que même si vous ne maîtrisez pas des prières spécifiques pour des situations spécifiques, vous maîtrisez au moins le Notre Père. Et le vampire entonne avec lui la prière pour lui montrer que je connais tout ça, je suis passé par là, et cela ne te sauvera pas. Moi, j'ai bien aimé le fait que finalement, le musicien fasse sa propre expérience. Quand ils arrivent à venir à bout des vampires, le jumeau survivant lui dit « Enterre-moi cette foutue guitare ». Et lui ne veut pas l'enterrer parce qu'au fond, c'est cette guitare qui l'a sauvé. Donc il se dit « Moi, je ne peux pas croire que la musique qui m'a sauvé aussi de cette vie de misère, de cette vie dans laquelle l'horizon est pas très jojo, on fait les champs de coton, et après quoi? Et après rien. Moi, la musique m'a permis de m'évader, donc je ne peux pas croire qu'on me demande aujourd'hui de me séparer de ça. Après, j'aime beaucoup parce qu'il y a tout un côté presque marvelesque. Vous savez, il y a le générique et il y a une scène post-générique dans laquelle on voit que finalement, Samy est devenu un grand musicien à succès, etc. Voilà, je vous laisse sur ça. Mais juste pour vous dire que c'est un film qui est fantastique. Et moi, je suis hyper contente que Ryan Coogler aille dans ce cinéma d'horreur porteur de messages. C'est pas juste de l'horreur pour l'horreur. Et en ça, j'ai retrouvé le cinéma de Jordan Peele, à qui l'on doit Us et Get Out. J'ai même retrouvé les débuts de Night Shyamalan, à qui l'on doit Sixième Sens, et qui après malheureusement s'est perdu un petit peu dans des réalisations assez hasardeuses. Mais j'ai trouvé ça intéressant et nécessaire. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous l'avez vu, qu'en avez-vous pensé? Quelles sont vos analyses? Je veux tout savoir.